Ça y est, j'ai le feu vert. Ouais, bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence sur la mise en place des filières déchets en établissement de soins. Alors l'idée qu'on va vous proposer cet après-midi avec Julien qui m'accompagne, c'est de vous faire partager en fait une bonne pratique. Alors ce n'est pas forcément l'exemple à suivre, mais c'est surtout une méthodologie qui vous permettra à vous, dans vos établissements, de pouvoir retransposer ces méthodologies-là. Alors juste avant quelques petites diapos, parce qu'on intervient tous les deux, on est tous les deux cadres hospitaliers dans des établissements de soins. Et on représente une association qui s'appelle H360. Donc je vais vous présenter quelques petites diapos très rapidement sur cette association. Donc elle a été créée en 1981. Elle s'appelait avant l'ANAP, donc certains la connaissent encore sous ce nom-là. Et en 2003, on a changé de nom. Et en mai 2009, pardon, on a changé de nom et on s'appelle maintenant H360, donc le H de hôpital, et 360 pour l'ouverture des métiers. Alors cette diapo est importante puisque historiquement c'était les services techniques dans les bâtiments, les groupes électrogènes, les chaufferies qui avaient créé cette association-là. Moi c'est dans mes missions principales. Et puis tout d'un coup est venu le développement durable ou la gestion des déchets qui n'était pas du tout pris en compte, ou qui était pris par les services logistiques. Les services techniques, ils avaient la benne à ordures, il fallait collecter les déchets. Et puis on a récupéré ce qu'on appelle nous, dans notre jargon avec Julien, les patates chaudes. Hein, c'est le petit dossier déchets que personne ne veut traiter. Donc du coup, il a fallu qu'on mette en place des choses. Donc une organisation, on a un bureau de 6 personnes hein, qui est national. On a une organisation comme ça. Et puis 19 délégations régionales en métropole et en outre-mer. On a également un peu de toute la France. Là, je vais passer assez rapidement et vous pourrez aller voir le site internet. On a effectivement des statuts parce qu'on est une association loi 1901. Donc on n'a rien à vendre, hein, on a juste fédéré un groupe de professionnels. Et deux articles qui m'intéressent. Le premier, c'est l'article 2, hein, qui dit qu'effectivement, on est en train de vouloir favoriser des contacts professionnels et amicaux. On se rend compte qu'on est tous dans la même boîte, hein, que ce soit privé ou public, parce qu'on a aussi des collègues du privé qui sont avec nous. Et on s'est rendu compte qu'on était tous en train de réinventer l'eau chaude devant les mêmes problématiques. Donc autant se mettre en pratique. Donc du coup, on se passe des cahiers des charges. Par exemple, on en a un sur notre site sur un cahier des charges pour relancer une consultation déchets avec un allotissement précis qui peut être transposé ou pas d'ailleurs dans les établissements. Ces diapos-là, d'ailleurs, vous pourrez les retrouver. Le diaporama, il est disponible en téléchargement libre sur la rubrique actualité de notre site, hein, sur h360.fr. Et le deuxième article, donc effectivement, on est apolitique, on n'est pas un syndicat, même si on travaille aussi pour la défense des statuts, hein, de cadres techniques, on va pas s'afficher avec une identité politique. Premier objectif, c'est de faire participer l'ensemble de l'ingénierie hospitalière aux réformes de l'hôpital. Ça, c'est important pour nous. Donc, c'est une défense qui est plutôt statutaire, avec la mise en place d'une protection juridique. Malheureusement, ça arrive. On a une quarantaine de dossiers depuis qu'on a mis en place cette protection-là. Donc, des dossiers de harcèlement où des fois, on fait une boulette au boulot et puis ça se retourne contre nous. Donc, on a une petite protection juridique qui vient en complément pour 45 €. Enfin, la cotisation plus la protection. On a également donc une vocation de formation avec deux aspects. Le premier, c'est sur une journée nationale qui s'appelle Opitech, hein, qui va se dérouler à Pau. On a emmené des cartes postales, et puis vous retrouverez les informations sur le site. Et puis également des journées techniques nationales. Donc là, sont par région, on organise des journées. Et une conférence comme on fait là en 45 minutes, on fait une journée complète sur la mise en place des déchets, enfin la mise en place des filières déchets en santé. On fait ça avec des partenaires industriels hein, qui nous accompagnent. On fait venir les écofilières et puis chacun, on fait sous forme d'atelier, nous apprenne. On fait une par an sur les déchets, donc surtout dans le Grand Ouest. Et on va la nationaliser pour qu'elle prenne un peu plus d'importance. La dernière, on l'a fait à Rennes, à l'école des directeurs. On a fait ça en juin et on était à peu près 70. Et ça augmente d'année en année et on a toujours les mêmes questions. Et c'est pour ça que ce diaporama, on l'a monté il y a 2 ans avec Julien. Et on s'aperçoit qu'on a encore aujourd'hui des demandes. Moi j'ai une filière, 2 filières, 3 filières. Alors on n'est pas à faire la course à la filière, parce que c'est pas ça qui nous intéresse par rapport à la place qu'on a ou autre, ou aux bassins locaux. Mais c'est important qu'on puisse avoir une méthode. Donc ça c'est les journées techniques. Et puis la journée nationale, donc là c'est le petit coup de pub pour Opitech. H360, donc troisième objectif, offrir la meilleure garantie. Donc on en a parlé sur la protection juridique, parce que ça peut arriver. On a une revue qui s'appelle Échange. Alors on en a quelques-unes sur notre stand encore de disponibles hein, sur le stand P97. Si vous avez le temps et voir cette revue où on partage en fait les bonnes pratiques et puis l'actualité de l'association. Et puis donc finalement dernier objectif, on a notre site internet qui est effectivement une caisse à outils avec un espace public sur lequel on va retrouver des actus où vous pourrez vous y rendre, puis un espace privé
hein, qui est donc là disponible uniquement pour les adhérents, où on va retrouver en fait une boîte à outils avec des pièces écrites, des publications. On a mis tout plein de choses de guides sur les. Donc, alors c'est vrai que c'est très technique, logistique, mais il y a beaucoup de choses sur l'environnement. Parce que Julien, qui est notre webmaster, c'est notre référent environnement. Donc forcément, il prêche un peu pour sa paroisse. Et il a tendance à nous faire un H360 focalisé sur l'environnement. Donc on ne peut que s'en féliciter. Donc voilà, les rappels, hein. Donc soutenir la profession, former les cadres comme on le fait même aujourd'hui, hein, tout simplement, bénéficier d'une protection juridique, donc des réductions pour Opitech, et puis surtout, c'est pour nous le plus important, collaborer, faire collaborer un réseau pour partager des expériences. Alors quand je dis partager l'expérience, c'est pas forcément dire ben moi j'ai une superbe idée, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que bien souvent on se plante. Moi je me suis planté sur plein de trucs, je vais vous expliquer. Je préfère vous donner mes erreurs pour ne pas les reproduire dans vos déploiements. Donc on intervient à deux aujourd'hui. Moi je suis président de l'association, je suis basé à côté d'Angers, dans un centre psychiatrique, le Sésame. Et Julien, donc, qui est devant, hein, qui est au pôle de santé Sarthe-et-Loire, dans le 72. Donc quelques points de départ assez rapides. Je vais aller assez vite sur mes diapos pour favoriser le débat si vous voulez qu'on puisse interagir, hein, si vous avez des questions plus pertinentes. Donc c'est vrai que le contexte réglementaire il est quand même très très fort, il évolue. Donc quelles compétences en interne on va avoir pour gérer ces déchets-là, pour les ramasser, pour les trier. Voilà, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Quelle formation initiale adéquate on peut savoir? Moi j'en ai pas. Je n'ai pas été formé sur les déchets en formation initiale. Donc c'est la patate chaude, je me suis formé un peu sur le terrain. Julien, lui par exemple, il a vraiment suivi, il a suivi une formation pour savoir faire ce genre de choses. Le point RH qui est très très important, on va retrouver un petit peu les mêmes volets que le développement durable. Les ressources humaines disponibles, donc pas tellement en termes de compétences, mais en termes de pilotage de la démarche. Quels sont les acteurs de tri dont je dispose ou pas en interne? Alors quand je dis ou pas, c'est que je n'ai pas forcément des rippers avec un camion ben dans mon établissement. Je vais être obligé de sous-traiter à un prestataire privé. Mais lequel? Je suis en plein milieu de la campagne, au milieu de la Sarthe par exemple. J'ai un petit établissement, quel prestataire va pouvoir venir jusqu'à chez moi une fois semaine ou tous les jours pour me collecter mes déchets? Donc il faut se poser les bonnes questions. Et puis donc dernier point sur l'aspect matériel et logistique. Comment je vais organiser, mettre en place mes collectes? Et là il y a beaucoup de questions, notamment par rapport à la place dont on va disposer dans les locaux d'une manière globale. Deux volets sur la méthodologie. Donc là moi j'ai commencé comme ça, on est tous d'accord à peu près pour le faire. On est obligé de passer par une étude de gisement. Alors nous, pour ma part, je me suis habillé en nain de jardin avec la combinaison blanche. J'ai ouvert les sacs noirs, les sacs historiquement dans l'hôpital qui sont noirs parce que c'est les ordures ménagères, assimilées ordures ménagères. Et puis on a tout trié sur une grande bâche. On a dit tiens, il y a de l'alu, tiens, il y a des tétras, il y a des tétrabriques, tiens, il y a des bouteilles cristal. Et puis on a continué. On a même trouvé des morceaux de fer à repasser, des choses comme ça qui étaient dans les poubelles noires. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc on a fait une classification matière avec des pesées. On a trouvé des tout petits gisements, on a dit non, ça va pas nous intéresser. Du polystyrène par exemple, ce qui était arrivé, quelqu'un de la maison avait emmené un petit truc de polystyrène. Bon voilà, pour quelques bouts de polystyrène, c'était pas trop grave. Et l'étude de gisement, c'est aussi voir le magasin général ou la cuisine et dire quand vous envoyez des cornichons dans les offices, ils arrivent en pot bocal en verre ou c'est reconditionné dans des barquettes. Voilà, c'est tout, parce que du coup vous allez peut-être pas avoir le flacon vert. Donc ça va être tout un tas de choses comme ça qu'il va falloir identifier. Alors soit au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des achats. Les services économiques sont une mine d'or pour savoir ce qu'on achète et donc ce qu'on va retrouver de toute façon à terme dans nos poubelles. Après, donc, il faut déterminer les filières. Alors là, on ne cherche pas un nombre. Moi, j'en ai 27. J'ai un garage de mécanique automobile sur mon site. On a un site qui fait 24 hectares, 65 000 mètres carrés de bâtiments, 1200 personnes, 450 lits. Voilà pour vous donner à peu près les grands postes. Donc l'idée, c'est pas de faire une course à la filière, d'en avoir le plus. Moi j'ai rencontré quelqu'un qui en avait 57. Donc là ça fait beaucoup après à gérer pour animer au quotidien mon joueur. Donc il faut voir après pour chaque filière la faisabilité technique et organisationnelle en fonction du gisement d'une part, puis aussi en fonction des réponses des industriels que vous pourrez avoir sur le terrain. Protocolisation, là je l'ai mis entre guillemets, voilà, j'y vais tout doucement parce que faire un protocole qu'on n'affiche pas ou qu'on met dans un tiroir ou qui reste inapplicable, qui n'est jamais lu, ça sert à rien de le faire. Il faut le documenter pour les professionnels parce qu'il y a un turnover qui est quand même assez important. Maintenant, moi, les premiers protocoles que j'avais faits, j'étais super content. Ça ressemblait un petit peu on les verra après. Ils étaient un peu scolaires et du coup, personne ne les lisait. Maintenant, on a fait des logigrammes avec des petits dessins pour savoir ce que deviennent les déchets. C'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus compréhensible par les équipes.
Procédure documentée, donc pour les professionnels, ça c'est le clin aussi, la pharmacie qui me l'a demandé. Hein, il faut que ce soit bien établi, il faut que les règles d'hygiène soient claires. Et sensibiliser les différentes équipes pour les formations et les informations, notamment en inter-équipe. Dernière slide sur la méthodologie, on a fait un test grandeur nature. On a essayé de valider en fait sur le plan organisationnel toutes ces études de flux internes qu'on avait vues, pour savoir si on n'avait rien oublié d'une part, et puis voir comment ça allait être compris et transposé avec nos collègues, avec nos professionnels. On a fait une évaluation technique des contenants, les chariots, les bennes qu'on pouvait avoir, le camion benne qui n'est pas compartimenté, combien de fois je l'utilise dans la semaine, tiens, pour les ordures ménagères, est-ce qu'il faut que je le lave, est-ce que je peux mettre mon tri sélectif dedans. Voilà, il a fallu les emballages, est-ce qu'il a fallu vraiment regarder. Et puis après le retour humain, et là je me suis rendu compte que c'était le plus gros pavé. Hein, la sensibilisation, la réaction des équipes par rapport à la qualité du tri. 1200 personnes, une seule personne peut vous anéantir une benne. Alors quand vous faites une information déchet, bah vous dites bah, c'est bizarre, on a eu ça. Vous avez des personnes qui se mettent comme ça là, pendant que vous faites votre formation, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils payent déjà vachement d'impôts chez eux. En plus c'est contraignant. À l'hôpital il y a 6-7 filières où il faut trier, enfin c'est trop compliqué. Donc du coup ils boudent et puis du coup il faut essayer de rattacher ces gens-là pour comprendre pourquoi ils veulent pas trier. Puis après il y a ceux qui veulent bien faire. Les abaisse-langues c'est en bois. Le bois on le met avec le papier parce que ça vient des arbres, vous savez bien. Pourtant un abaisse-langue dans le papier ça le fait pas. Hein. Le prestataire papier, moi, il m'a refusé 2-3 camions parce que justement, il voyait des pseudos d'asseries dans le papier au milieu en diffus et il a dit bah, moi, je veux plus recycler le papier du sésame. Donc il a fallu, pareil, recorriger un petit peu les gisements et les filières. Après, donc, on a fait ce déploiement sur un site, on a pris un site pilote pour tester et puis on a fait des commandes de matériel, plan de formation, une évaluation finale et 3 petits points. En fait, ça ne s'arrête jamais. Même encore aujourd'hui, moi je l'ai fait en 2004. Vous voyez, 10 ans après, je suis encore en train de refaire des évaluations pour essayer d'aller un petit peu plus loin et de comprendre un petit peu ce qui se passe, notamment sur les écarts de tri, parce que j'en ai toujours. Donc les composantes qu'on puisse avoir sur l'approche filière, donc, avec Julien, on en a identifié 3. Donc les acteurs, là c'était important parce qu'on a dit bah, une personne qui gère les déchets, ben non, ça ne marche pas. Hein. Elle n'est pas derrière les 1200 agents en train de regarder comment ça se passe pour le tri. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des publics différents, avec des messages à passer différents. Et c'était très important pour nous, notamment sur les médecins, par exemple, c'est des gens que j'ai du mal à toucher. Hein, on leur explique qu'il y a une poubelle bleue dans leur bureau compartimentée, avec un bac pour le trognon de pomme et puis un pour le papier. Voilà, ça n'a pas marché. Donc du coup, on avait fait un truc avec le papier confidentiel. On avait dit, bon bah ouais, c'est vrai qu'il y a des dossiers un peu, on ne peut pas envoyer sur les filières de recyclage papier classique des documents avec le nom des patients, où ils habitent, ce qu'ils ont pris comme médicaments, ce qu'ils ont mangé. Enfin voilà, on avait même des dumes entiers qui pouvaient arriver ou des feuillets de dumes qui arrivaient dans les poubelles bleues. Donc on a fait un choix. Alors là, je me suis planté parce que forcément, j'ai envoyé ça comme ça. Et puis je me suis retrouvé avec 2-3 petits écarts, dont une que j'ai vécue avec la nourrice de mes enfants, où j'avais retrouvé en fait sur le siège auto de ma voiture des analyses biologiques en fait de ma voisine, avec en fait le dessin qu'avait fait ma fille chez la nourrice qui travaille dans un labo. Elle a dit bah, c'est des brouillons, on sort ça comme ça au kilomètre. Et puis en fait ces feuilles-là, elles se retrouvaient dans la nature. Et je me suis dit le papier de l'hôpital, si ça se trouve, humainement, il prend peut-être le même chemin. Il y a peut-être à un moment donné quelqu'un qui récupère des feuilles pour faire des choses. Donc du coup on a changé un petit peu ça et j'ai mis en place un broyeur centralisé. Alors après on a mis en place une autre filière avec le papier sensible, avec une société qui vient le broyer sur place. Bon là je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais sur les acteurs qu'on a identifiés, on a également trouvé des degrés de sensibilité différents par rapport aux déchets produits. Donc les équipes de soins, on a les métiers aussi un peu administratifs, les acheteurs, les agents de collecte, les chauffeurs, les reapers, et puis 3 petits points, parce qu'effectivement, on se retrouve avec tous dans la chaîne des acteurs complètement différents. Et ça, si on n'a pas l'esprit dès le début, eh ben c'est voler l'échec, parce que quand on fait un protocole de tri, ça ne s'adresse pas à la même catégorie de personnes. Hein, quand on fait le classeur hygiène avec des protocoles de tri sur les dasseries, moi, les reapers de chez moi, les dasseries, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, ils récupèrent des boîtes jaunes, alors je leur explique, mais ils sont moins impactés. Donc les flux, on en a déjà un petit peu parlé, hein, ce qui rentre à l'hôpital, ce qui est transformé, ce qui en sortira. Et là, c'est vrai qu'on a des surprises un petit peu sur des nouveaux gisements. Hein, quand vous avez une machine à laver qui termine sa course devant le portail des services techniques à 20 h le soir, il faut bien savoir la gérer. Ou alors, quand on avait fait notre étude de gisement, on s'était retrouvé avec des briques de lait entières, toutes neuves, dans les OM. Alors là, on avait demandé au cadre, on a dit qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'était des briques qui étaient passées dans une chaufferette et puis ils ne pouvaient pas les remettre 2 fois en température, donc ils les avaient balancées, il y en avait 18 litres. Donc là on a changé aussi le circuit, on a été assez réactif et on a fait changer le circuit de remontée en température des petits déjeuners.
Et il y avait également, parce qu'on n'avait pas mis ça en place, les cuisines me disent non, non, les pots aux cornichons, pas de problème, c'est barquette. La moutarde, pareil. Donc on n'avait aucun verre qui partait. En plus, dans un établissement psychiatrique, aucun verre qui partait dans les offices, aucun verre, aucun bocal, aucune bouteille de verre qui partait dans les UF. Donc on s'est dit, bon, on va pas mettre de filière en place pour récupérer du verre. Et quand on a fait notre étude de gisement, on s'est retrouvé avec 27 bouteilles en verre dans le. Alors c'était du jus d'orange, hein, bien évidemment, dans les poubelles. Donc du coup, on a commencé à classifier. On s'est demandé un petit peu ce qui s'était passé. Manque de bol, le jour où on a fait l'évaluation, il y avait un départ à la retraite d'une collègue qui a arrosé, qui a fait un pot de départ dans le service. Alors voilà, c'était pas prévu, on n'avait pas prévu de filière de verre. Pourtant, elle a emmené du verre de chez elle. Elle l'a consommé sur l'hôpital, elle l'a pas ramené. Donc du coup, comme il n'y a pas de filière en place, sac noir, le réflexe historique, et on s'est retrouvé avec du verre dans les poubelles. Bon, ça c'était il y a 8 ans, hein, donc c'était quand même, ça remonte assez. Les moyens matériels, donc il a fallu après mettre en place. Quels moyens pour collecter, entreposer, regrouper. Voilà, souvent les gens nous disent bah ouais, mais moi je manque de place. Je suis dans un petit établissement, on peut pas entreposer comme ça d'une manière intermédiaire. Alors c'est vrai que du coup il faut jouer sur la fréquence des collectes. On est obligé de le faire comme ça. Les infrastructures des bâtiments, quelle architecture, quelle fonction support logistique aussi je dispose. Moi j'ai la chance d'avoir un camion benne dans l'hôpital. Alors une chance, quand elle est en panne on est bien embêté, mais j'arrive au moins à organiser mes propres tournées de déchets. Alors là, sur l'impact architecture, je vous ai mis une petite photo donc sur un bâtiment de soins. Donc c'est l'architecte qui nous dessine le bâtiment. Hein. On conçoit avec lui, on construit ce projet-là pendant 3 ans. Donc les bureaux médicaux sont sur ce bâtiment-là. Et ici, j'ai 2 UF de soins identiques avec des locaux communs en fait, où les patients vont manger ici. Hein, les patients mangent en groupe, on est en psy. Il y a très peu de repas en chambre. Et le local à déchets est positionné en fait ici. Donc là, on s'est rendu compte qu'avec avec le temps, les professionnels se sont appropriés les lieux et ils ont créé 2 niches. Alors ce que j'appelle architecturales en fait, qui étaient mises par l'architecte pour en fait cacher, faire de l'ombre sur 2 pièces. Hein. C'est 2 petites coursives en fait qui sont à droite et à gauche, hein, qui font à peu près 2 mètres de long, qui sont d'une largeur de 1 mètre, dans laquelle les professionnels au bout de 3-4 ans ont glissé des poubelles. Et du coup c'est même pas devenu des poubelles, ce sont devenus les poubelles. C'est-à-dire que le local à déchets aujourd'hui il est vide. Avec le petit tuyau, la bombe de sol, tout est prévu pour nettoyer. Et en fait, c'est pas du tout stocké là. Ils préfèrent le mettre là parce que forcément, les flux, ils sont ici. Donc naturellement, on préfère aller mettre les déchets au plus près. Donc là, voilà, les impacts architecturaux, ils sont quand même très très forts. Et si on n'en tient pas compte dans les projets, on peut se retrouver avec des sacrés écarts. Et sur des projets que j'ai vus encore il y a 2-3 ans, on a encore les architectes qui découvrent les 6 filières pour le. Quand je leur dis, on a les emballages, les dasseries, les OM, le papier. Ah dis donc, ça vous fait un sacré local poubelle. Oui, on a des mètres carrés, donc vous allez pousser un peu les murs et puis on va voir un petit peu sur les couloirs comment vous allez organiser votre découpage. Donc on a encore des changements à faire passer et ça, c'est pas évident. Donc ce qui est important aussi également de garder à l'esprit, c'est la définition des circuits, hein, ce qui va notamment en pair avec les différents acteurs. Le premier, c'est le trait à la source. Là, ce que je vous disais, dans mon établissement, 1200 personnes. Donc là, je ne peux pas être derrière les 1200 personnes, je ne peux pas faire du matraquage pour sensibiliser tout le monde. Après, j'ai la captation. À quel endroit je vais capter tel type de déchets. Au début, on voulait mettre des totems partout, vous savez, les petites poubelles en faisant emballage, OM et puis papier. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on ne produit pas du papier partout. Les emballages, c'est pareil, on n'en produit pas partout. Donc on a défini des lieux types. La tisanerie, la salle de pause et puis l'office, on va récupérer que des emballages. Surtout des briques de lait, des bouteilles de plastique, mais très peu de papier. Donc on ne va pas mettre de poubelle bleue. On va faire une captation simplifiée. L'entreposage intermédiaire, donc là c'est pareil, ça reste dans le bâtiment. C'est les équipes de soins qui viennent, souvent les ASH, qui viennent récupérer les poubelles des lieux de captation pour les emmener vers le local poubelle. Donc sous quelle forme, sous quel découpage, sous quelle ségrégation, dans quelles conditions, dans quelle benne. Après j'ai une pré-collecte, là c'est les services techniques qui passent, qui vont récupérer les déchets en fonction du jour de tournée et puis de la fréquence de collecte calculée et estimée. Après j'ai un regroupement interne pour certains types de déchets. On en reparlera après, notamment pour les éco-filières. Même quand on n'a pas de place. Là, c'est important de garder à l'esprit. Hein, même 2 mètres carrés au sol pour entreposer des déchets, des fois, ça suffit pour pouvoir faire des choses. Après, je vais avoir effectivement une collecte transport par un prestataire. Donc là, vous êtes toujours responsable du déchet. L'hôpital est toujours le responsable parce que c'est lui qui l'a produit, hein, y compris sur le bordereau de transport. Et puis après, bien évidemment, le devenir du déchet. Donc ça, c'est le retour du BSD. Donc là, c'est important aussi de savoir ce que deviennent vos déchets. Là, j'ai plein d'anecdotes aussi à raconter, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de les voir.
Là, je vais donner un exemple de protocolisation. Alors là, il faut faire attention effectivement dans les photos qu'on peut mettre ou dans les références, parce que forcément, à un moment donné, les produits vont changer. Donc là, c'était un trait à la source des dasseries, et surtout pour le respect des emballages pour les dasseries, donc avec les PCR, les dasseries mous et puis les déchets de laboratoire. Donc les principes de la filiarisation, donc combien de filières, ce que je vous disais, donc pas de course, on n'est pas en train de faire une surenchère pour calculer le nombre de filières qu'il faut. Pourquoi? Parce que derrière il y a une gestion quotidienne quasiment sur ces déchets-là, hein. Donc il faut être vigilant avec cet aspect-là. Après il y a une exploitation fine et maîtrisée par gisement. Donc ça c'est vrai que c'est important, moi j'aime bien les MNU par exemple, les médicaments, voilà, je les ai filiarisés, j'ai pas forcément les prestataires qui sont en face, mais j'ai déjà commencé à les comptabiliser pour avoir un tonnage. Après on va pouvoir déterminer des ratios. Julien, dans son établissement, il va me donner son nombre de lits. Ah, tiens, moi j'ai tant de lits, t'as quoi comme type de déchets? On va commencer à faire du benchmarking en disant ah oui, tu fais ça comme ça, comme ça. On s'est rendu compte, un lit dans un établissement, un lit par an, c'est entre 1 tonne et 1 tonne de déchets. Moi j'ai 450 lits sur mon établissement. À la fin de l'année, j'ai 450 tonnes de déchets produits, tout confondu, hein. Donc c'est vrai que c'est quand même énorme. Donc quand on peut jouer effectivement bien en amont après sur le gaspillage ou la filiarisation, on arrive à faire des choses assez fortes, notamment sur le réemploi. On va en reparler sur les éco-filières. Puis après, il y a effectivement les leviers d'amélioration sur les 80-20 en Pareto. On s'aperçoit que les OM, par exemple, qui représentent que 20% en nombre de filières, c'est 80% du poids des déchets. Et on va faire focus dessus. Définir un appel d'offres. Donc connaissance des éco-filières, ça c'est important. Aujourd'hui, on s'aperçoit encore qu'il y a des appels d'offres hospitaliers qui sortent où on n'a pas les éco-filières. Alors, les éco-filières, c'est quoi? Ce sont des prestataires. Et je salue d'ailleurs Ecomobilier qui est là avec nous, qui est venu nous voir tout à l'heure. Il y en a d'autres, hein, il y a Récilum aussi dans la salle. Donc ce sont des partenaires qui sont aujourd'hui prêts à nous faire des conventions, ou pas d'ailleurs, il y en a qui fonctionnent en one-shot. Ils font une convention avec l'établissement et ils font intervenir un prestataire local. Alors bien souvent qui fait de la réinsertion sociale, ça c'est drôlement important aussi, parce qu'il va générer de l'emploi en local, pour venir collecter les déchets gratuitement, les entreposer gratuitement, les trier, les démanteler et puis les faire évacuer. Donc ça c'est drôlement important que vous puissiez l'avoir. Alors il y en a qui disent bah oui, mais le problème c'est que pour faire venir ces gens-là il faut de la place. Je pense par exemple au matelas pour Ecomobilier, il faut 20 mètres cubes, il faut un gros gisement. Alors par exemple j'ai un matelas ou 2 matelas par mois, qu'est-ce que j'en fais en attendant que le camion, que la benne soit remplie pour les faire venir? Où est-ce que je les mets? Donc voilà, ça va devenir problématique. Donc on ne va pas faire venir un prestataire privé juste pour ça, il faut trouver des leviers d'organisation pour ça. Donc quand on a une éco-filière qui existe, en tout cas c'est ce qui était notre cas, on fait une mise en place de convention. On a la chance qu'aujourd'hui ces éco-filières ne soient pas sur des périmètres identiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en concurrence pour se prendre le plus gratuit du gratuit, hein, c'est pas comme les certificats d'éco-énergie. On est vraiment sur des domaines et des périmètres qui sont clairement définis. Donc aujourd'hui on en a 6-7 hein, qui sont susceptibles de pouvoir nous aider. Nous on a gagné à peu près 20% sur notre budget déchets en mettant en place les conventions avec les éco-filières. Donc quand il y a une éco-filière qui est en place, c'est un lot qui disparaît. Quand vous lancez votre appel d'offres, il n'y a plus ce lot-là. On fait le salon Polytech avec Julien, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vendaient encore la même prestation que Récilum, mais payante, hein, où les déchets sont collectés, stockés, démantelés, et puis on vous facture à la tonne. Donc c'est un peu dommage, hein, savoir qu'il y en a un qui peut être gratuit à côté. Si en plus ça peut générer de l'emploi. Et puis bon, pour les appels d'offres, nous on en a un sur notre site. Quand on l'a regardé avec Julien, quand on se l'est mis ensemble, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout de solution transposable. Donc c'est un peu dommage, je ne pourrais pas aujourd'hui vous présenter ma solution et puis dire partez avec ça dans vos établissements, vous verrez, vous pourrez faire pareil. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le bassin il n'est pas pareil, parce que les gens ne sont pas pareils. Vous avez des prestataires en local qui sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et du coup, on ne va pas avoir les mêmes gisements, c'est sûr, mais on ne va pas avoir les mêmes réponses sur le même appel d'offres. Puis après, il y a des optimisations stratégiques hein, pour raisonner en territoire, hein, bien évidemment. Hein, moi, j'ai des gens qui répondent du sud de la France pour un appel d'offres sur des lots de déchets à Angers. Au-delà des critères du développement durable, il y a aussi le bon sens à garder un peu à l'esprit. Hein. Puis bon, l'organisation en masse, c'est vrai qu'on a un impact environnemental. On disait un poids en déchets. Moi, quand je mets en place le tri sélectif sur l'hôpital, hein, sur les emballages, je me suis rendu compte que j'avais 1200 agents qui étaient derrière. C'est un impact qui est très très fort. Quand il a fallu mettre en place les fermenticibles, notamment sur les biodéchets pour les restes de repas alimentaires, on avait un incinérateur sur notre commune, sur Angers, sur l'agglo d'Angers, qui est passé avec Biopol, en fait, un méthaniseur, puis du compost. Et du coup, on s'est rendu compte que le CHU d'Angers plus mon établissement, on était les deux plus gros producteurs de déchets fermenticibles par rapport à l'agglo d'Angers. Donc forcément, on avait un impact environnemental qui était puissant parce qu'il se chiffre en tonnes
de déchets. Donc votre stratégie à vous, que vous définissez en copil ou dans votre bureau, elle a un impact sur l'environnement d'une manière très très forte, hein, sur vos choix stratégiques. Quelques facteurs clés de réussite, bon il y en a quelques-uns, hein, on ne pourrait pas tous les identifier, mais sur l'organisation de la filière déchets, il faut prendre en compte, c'est celui que j'affiche en premier, la communication. Sur les différentes cibles qu'on a vues tout à l'heure, quand je m'adresse avec mes reapers, je monte avec les reapers des fois derrière le camion pour regarder leurs problématiques. C'est pas la même chose quand je suis avec les ASH, c'est pas la même chose quand je suis avec les infirmiers ou les médecins. J'ai des cibles différentes. Il faut rester à l'écoute des professionnels. Vous avez des fois des équipes qui vous remontent des solutions que vous n'aviez même pas vues parce que les problèmes déjà vous ne les connaissez pas. Puis ils vous disent bah tiens, si on pouvait faire ça ou on pouvait regrouper telle poubelle, est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'on peut? Bah oui, tout à fait, on va pouvoir gagner. Du coup, on retranspose ça après dans d'autres pôles. Donc là, c'est important sur la com, bidirectionnel. L'aspect financier. Mine de rien, je parlais tout à l'heure de l'appel d'offres, il y a quand même un budget. Hein. C'est vrai que ça peut représenter 60, 100 000 euros pour un établissement qui va produire des déchets vraiment spécifiques, notamment sur les dasseries, parce qu'on connaît le coût de ces déchets un peu spécifiques. Le contexte réglementaire, avec tout ce qui est confidentialité, pollution, impact environnemental et puis obligation de tri, hein, notamment sur les fermenticibles. Le management des équipes. Moi, c'est vrai qu'on a une organisation bien souvent dans les établissements de soins qui est un peu verticale. Moi, je suis ingénieur au service technique. Je vais avoir du mal à causer aux infirmiers. Je vais avoir du mal à me faire, enfin, je sais pas que j'ai pas des problèmes de compréhension, mais j'ai pas la légitimité pour aller ordonner aux ASH de faire comme ça ou comme ça. Il faut que ça passe vraiment sur l'écoute, sur la construction collective de ces démarches. Des impacts logistiques. Parce que forcément, quand on met des tournées en place, il y a des coûts. Hein. Quand on sait qu'une benne, ça consomme à peu près 70, 100 litres au 100. Quand vous mettez en place une tournée pour ramasser quelques déchets, il faut faire attention aussi aux kilomètres que vous pouvez faire derrière. Des interfaces qui sont effectivement pluridisciplinaires, et ça, vous avez tout intérêt à les mettre en place, notamment avec les acheteurs. Hein, sur les services éco, voilà, quand on achète des produits, ah bah tiens, on paye l'écotaxe. Ah ben on paye l'écotaxe sur l'électroménager. Bah oui, ça veut dire qu'on peut faire une convention avec Recilum pour venir se faire récupérer les dispositifs médicaux ou l'électroménager ou éco-emballage pro. Et là, il y a des choses qui peuvent être mises en place juste uniquement dès l'achat, ou même à la conception, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos amis les architectes ou d'autres interfaces externes. Des partenaires de territoire. Là, les communes, elles ont également des solutions des fois à proposer. Il faut pouvoir raisonner ensemble sur des proximités, notamment pour les sites distants. Moi, j'ai 27 sites distants CMP, CATTP répartis dans tout le Maine-et-Loire. Je ne vais pas envoyer un camion benne faire le tour de tous les CMP du département. C'est pas rentable. Donc, du coup, je me rapproche des communautés d'agglo qui sont en fait, aussi nos partenaires. Donc, je termine. C'est ma dernière diapo. Donc, en pratique. Donc effectivement, nous on a fait 4 journées techniques comme on l'a fait là aujourd'hui, où on rentre beaucoup plus dans le détail. On prend le temps de poser les choses et de regarder un petit peu toutes les solutions qui peuvent être envisagées, hein, sur des problématiques communes, donc sur les non-conformités qu'on peut retrouver. Hein, tout à l'heure, je vous parlais d'Abeslang, sur la qualité du tri. On a tous ces problèmes-là, il y en aura tout le temps. On ne pourra jamais avoir un tri parfait, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut par contre mettre en place des boucles de rattrapage pour les identifier et puis essayer de les simplifier au maximum. Sensibiliser le personnel. Donc moi, je fais beaucoup d'inter-équipes à 1h30 là, quand les équipes se passent la main entre l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi, je viens vite faire un quart d'heure, 20 minutes. Alors, en plus, je m'amuse à jouer. Je fais un petit peu de petit quiz. Je mets tous les déchets propres là sur la table et puis on joue à ça va dans quelle poubelle et puis on essaie de faire avancer comme ça. Je fais aussi des points facturation. Là, j'ai mis 3 petits points, c'est rigolo. Les facturations, il y avait une personne de chez Veolia qui me disait qu'elle avait des milliers d'euros qui appartenaient aux hôpitaux qui n'ont jamais été facturés. C'est-à-dire que vous faites un appel d'offres, vous voulez savoir quel ferrailleur va vous prendre l'inox, le cuivre, la ferraille. Vous avez trouvé celui qui vous rachète la ferraille le mieux. Moi, en ce qui me concerne, on a à peu près une dizaine d'enlèvements par an, hein, sur des bennes qui font à peu près 20 mètres cubes. Donc c'est des vieux lits, c'est des vieux chariots au ménage qui sont des fois en inox ou autre, on ne trie pas, mais on met tout ça en ferraille et en mélange. Et puis donc j'ai un titre de recette qui arrive, enfin j'ai un bon de pesée qui arrive avec le prestataire qui me dit écoutez monsieur Nior, je vous rachète au cours de la ferraille votre benne à 300, 600 euros, des fois ça va jusqu'à 1000 euros quand ils font 3-4 tours. Et donc si à partir de ce bon de relevé, je n'émets pas de titre de recette, l'hôpital ne récupère pas l'argent. Donc il y a des milliers d'euros qui sont bloqués comme ça sur les comptes des prestataires qui sont jamais réclamés. Donc il faut faire attention aussi sur cette chaîne-là pour être bien clair sur cette partie-là. On a tous des retours d'expérience différents, donc il faut les mettre en commun, et les valoriser, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre. Les mauvaises, moi je vous expliquais, les Abeslang en bois, quand j'ai mis pour récupérer le tri, pour récupérer le papier dans les salles de soins, je me suis planté. Bon, j'ai corrigé le tir, mais j'ai pas honte de le dire.
le verre où j'avais sous-estimé pour les départs à la retraite ou les bocaux en verre de jus d'orange que les collègues peuvent emmener pour la pause, bah, c'est pareil, il faut les prendre en compte. Et puis il y a une actualité qui bouleverse. Donc une actualité qui bouge sans cesse, hein. Je parle des différentes... on a eu les biodéchets, il y a le registre des déchets, on n'est pas toujours bien au clair là-dessus. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Nous, on a fait des petits modèles, hein, qui nous permettent de suivre la facturation et en même temps les départs de flux. Les écofilières gratuites, hein, et qui génèrent de l'emploi social, ça c'est important. Donc là, j'en ai mis que quelques-unes parce qu'il en existe beaucoup d'autres, hein. Ça dépend aussi de vos hôpitaux et des gisements que vous pouvez avoir. Donc Corépile, c'est les piles, mais il y en a deux, hein, et ouais, voilà. Il y a Écomobilier, Recilum qui fait à la fois les dispositifs médicaux et puis l'électroménager professionnel. Il y a Eco Emballage Pro, donc c'est plutôt sur le petit ménager, hein, les petits frigos que vous avez, les cafetières. C'est pas tout à fait le même. Alors eux, ils sont pas forcément avec une convention, hein. Vous avez des gens où ils vont vous dire bah non, pas besoin de faire une convention. Vous avez X volume, alors c'est une palette, un frigo ou deux frigos. Certes, ils appellent ça en unités. Dès que vous avez 3 unités ou 4 unités, bah, ils viennent. Donc ils viennent, en fait, c'est pas un camion avec marqué Recilum ou Écomobilier, c'est un prestataire qui est local, bien souvent local, qui vient récupérer les déchets, qui est habilité pour le faire et qui repart avec sur un centre pas très très loin. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça génère de l'emploi. Et donc bah là sur notre site on a fait un détail bien précis. Si vous voulez retrouver les éco-filières précis pour être sûr de rien louper, vous pouvez retrouver les documents directement sur le site. Puis après, donc, dans l'actualité qui bouleverse, on a effectivement les effluents hospitaliers. Là, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. C'est encore, malheureusement, les œillères et puis beaucoup de choses expérimentales, malheureusement. Hein, moi, j'ai essayé de mettre en place des choses, c'est pas facile. On a quand même 743 critères qui sont surveillés. Mais les molécules des patients, on les retrouve bien à la sortie de l'hôpital, hein. Elles sont bien là. On a une conférence aussi dessus sur les effluents. Et puis les nouvelles filières qui peuvent aujourd'hui apparaître, hein, je pense au MNU, les médicaments, ou des nouveaux points qui peuvent aujourd'hui bouleverser ce qu'on a mis en place sur le tri ou changer encore les équipes. Donc il faut faire attention effectivement sur ces filiarisations-là, et puis trouver une méthode cohérente. Nous, c'est un tableau Excel, hein, c'est notre registre de déchets qui fait un peu tout, et à partir de là, on fait notre suivi marché, on fait tout sur le même tableau. Et ça, vous pouvez le récupérer sur notre site. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, bah écoutez, nous sommes avec Julien à votre disposition. Pas de questions? C'est toujours dur de se lancer. Ça vous a apporté quelque chose? Oui, ça ressemble un peu à vos problématiques. Je voyais des gens qui bougeaient de la tête en disant oui, on a malheureusement les mêmes problèmes. Enfin, on a toujours les mêmes problématiques. Bah écoutez, je sais pas si on a été si clair que ça, mais alors là, bravo. Pardon? J'ai pas entendu. Je l'ai dit au tout début, je suis du Sésame, du Centre de santé mentale Angevin, à côté d'Angers. Donc pas le CHU d'Angers, hein, c'est juste à côté. C'est un psy en fait de 450 lits. 1200 agents. Et j'ai 65 000 m² de patrimoine sur 27 sites. Bon, après, les ratios que je vous donnais sur une tonne 2 de déchets par lit, on a fait le calcul avec pas mal de collègues, on retrouve à peu près le même fonctionnement. C'est des ratios qu'on arrive à peu près à retrouver. Alors moi, je suis en psy, j'ai moins de dasserie qu'un hôpital général. Par contre, j'ai dû avoir des déchets spécifiques qui vont être un peu plus lourds aussi. On a une équipe de service technique de 40 personnes, donc les déblais, les remblais, les déchets techniques, on en a beaucoup. Une question, non? Pardon, ah oui, je vous voyais pas. Bonjour, moi j'ai deux questions. La première, est-ce que vous sensibilisez vos prestataires déchets justement pour leur dire qu'est-ce qu'un dasserie, qu'est-ce qui n'est pas un dasserie? Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez me parler d'éco-emballage pro parce que je ne connais pas, savoir si c'est gratuit? Parce que pour moi, éco-emballage, c'est la pastille verte et basta, quoi. Oui, alors première question, par rapport au dasserie, hein, c'est focalisé sur le dasserie, mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour d'autres. Alors, je dirais plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt, alors pas le dasserie parce qu'il est fermé, mais sur les autres déchets, c'est les prestataires qui m'interpellent quand il y a quelque chose qui ne va pas dedans, hein, pour me dire la différence. Je pense par exemple au début, j'ai mis en place les emballages avec l'agglo. On avait mis en place un système de sac, on mettait les bouteilles d'huile, on mettait des choses comme ça, et puis en fait, c'était pas compatible avec
avec le tunnel de tri mécano du prestataire. Donc du coup, il a fallu changer. C'est le prestataire qui me l'a dit. Pour les dasseries, j'ai essayé de faire venir le prestataire pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis lui, il m'a dit, alors il a regardé dans les boîtes pendant qu'elles étaient encore ouvertes, ce qu'on avait mis à l'intérieur, parce que quand elles sont fermées, plus personne ne les ouvre, hein, elles sont clippées, donc forcément, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup, son idée, c'était de dire, on va regarder, il dit, tu vas venir avec moi, puis tu vas voir le devenir de tes déchets. Ouais, j'entends pas avec le... C'était la mauvaise question. En fait, je ne parlais pas des dasseries en tant que dasseries dans la filière dasserie, mais les dasseries qu'on trouve dans les DAOM. Par exemple, quand les prestataires font le tri des DAOM ou de tout autre déchet recyclé, comme vous disiez sur le papier avec les abaisse-langues, est-ce que vous les formez pour leur dire tel type de déchet, si vous le trouvez dans la filière DAOM, c'est normal, c'est pas un dasserie, c'est nous qui avons décidé que c'était un DAOM. Les prestataires? Ouais. Ah oui, non, ça j'y arrive pas. Alors le meilleur échec, c'est le verre. Les verres de flacons de médicaments, même de glucose ou des flacons, oh là là, ça vient de l'hôpital. Oh là, attention, va des rétros, on ne veut pas toucher. Alors pourtant que c'est des verres transparents qui se revalorisent très très bien, ça se recycle à l'infini, le verre blanc. Et non, ça vient des ça vient d'un hôpital, il y a beaucoup trop de risques. J'ai eu un souci justement sur les abaisse-langues avec le prestataire dans lequel la benne de l'hôpital allait vider les papiers, collectés bien souvent dans les salles de soins. Non, ça ne pouvait pas marcher, il ne voulait même pas savoir. Non, j'ai toujours fait la méthode inverse pour modifier le tri de mes professionnels. J'ai l'impression, par contre, j'ai enfumé une question. Il y avait 2 questions. Ah oui, éco-emballage. Donc, éco-emballage pro, c'est en fait une éco-filière. Alors, il y a effectivement le petit signe. Alors ça veut dire que le prestataire en fait a souscrit éco-emballage. Par rapport aux emballages plastique métal, hein, si je puis dire, les tétras et autres, là, il n'y a pas d'éco-filière. C'est un arrangement que vous avez avec vos prestataires en local. Moi, pour mon exemple, là, à l'hôpital, ça ne me coûte pas. Ça ne me rapporte pas, ça ne me coûte pas. Par contre, je joue le jeu avec la ferraille, notamment les boîtes de conserve de la cuisine, où ils vont récupérer un peu plus de valeur matière à ces endroits-là. Oui. Oui, bonjour, j'ai une petite question sur les banaliseurs. Donc, je suis CHR Seine, 1000 lits, 1300 tonnes de déchets annuels, 17 filières. Je m'intéresse aux banaliseurs. Il y a plusieurs types de banaliseurs. Banaliseurs effluents de laboratoire, banaliseurs à dasserie, déshydrateurs de déchets alimentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes solutions? Alors, c'est vrai qu'il y a les 2 aspects. C'est-à-dire qu'on devient, entre guillemets, on rentre dans le process du traitement du déchet dans l'hôpital. Alors, il y a tous les impacts énergétiques déjà d'une part, et puis les impacts sanitaires. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, c'est qui est-ce qui fait ça au quotidien? Qu'est-ce que vous avez aussi comme hygiène autour de cette mise en place de filière? Moi, pour ma part, j'en ai pas. J'en ai pas sur l'établissement. Bon, nos gisements, de toute façon, ne nous permettraient pas économiquement d'en avoir. Bon, après, Julien, il a peut-être plus de compléments ou d'expérience là-dessus, mais on est très méfiant. On connaît des gros sites où effectivement ça marche bien. Ça évite d'avoir effectivement des prestataires qui viennent chercher un déchet brut. Et puis surtout, ils ne viennent plus. Donc c'est une collecte qu'on n'a pas faite. On diminue. C'est même pas qu'on diminue les fréquences ou qu'on augmente les périodes, c'est qu'ils ne viennent plus. Donc on change la nature du déchet, mais on a quand même un déchet ultime à traiter. Par exemple, pour les dasseries, ça permet donc une fois banalisé, ça permet de les mettre dans les DAOM. Oui. Donc ça, économiquement, c'est oui. quand même un... Voilà, ça c'est quand même un point. Par contre, il faut être sûr après que votre filière de dasserie est bien intégrée. Je pense au prion par exemple. Hein, je pense à Creutzfeldt Jacob ou des choses comme ça qu'on a eues par rapport aux températures de traitement. Le banaliseur en local, il va peut-être pas forcément avoir les températures nécessaires, enfin, en tout cas habilitées, que pourraient vous proposer des prestataires. Bon, tu crois pas aussi haute. Mais par contre, c'est vrai que pour du dasserie classique, s'il y a un gisement qui est énorme, pourquoi pas, hein. Mais par contre, il faut bien maîtriser l'environnement proche des agents qui vont le faire. Nous, on a vu des choses catastrophiques, notamment sur les fermenticibles, hein, où il y avait des déshydrateurs, ils mettaient un truc en place là, pour les biodéchets. Ça partait déjà à J+3 dans les machines. Il y avait un jus qui partait dans les eaux usées. Tout à l'heure, je vous parlais des molécules de médicaments. Là, c'était plutôt celui-là qui m'inquiétait, moi. Donc, je veux bien qu'on se retrouve avec un petit déchet, vous savez, qu'on peut même composter, qu'on peut balancer dans le jardin. Ouais, mais alors le jus qui est parti dans les eaux usées, attention, quoi. Pour compléter, si je puis me permettre, sur les banaliseurs dasserie,
Il faut savoir que tous les dasseries ne sont pas acceptés dans le banaliseur. Oui. Donc ça vous demande en fait en quelque sorte deux filières. Mm. Les dasseries banalisées, les dasseries qui vont être banalisées et les dasseries qui ne pourront pas l'être. Et pour les déshydrateurs, alors nous on a fait des tests. Ce qui sort de la machine, à condition effectivement de mettre les biodéchets le jour même, c'est de l'eau. Donc ça pose pas de problème, hein. Ça permet de gagner de la fréquence de collecte. Donc c'est assez intéressant. Mais par contre, pour les agents qui vont le mettre dans le déshydrateur, bon, faut que ce soit bien fait parce que si vous faites ça avec des bioseaux, c'est très lourd. Si c'est dans des sacs, c'est pareil, ça fait mal au dos. C'est un peu plus sale que si vous le mettez dans des bioseaux. Donc il y a vraiment du pour et du contre là-dessus. Et effectivement, après, il y a toute l'étude économique à faire sur les consommations d'énergie. Pour compléter aussi, il y a aussi tout l'aspect réglementaire. Ça veut dire que vous allez devenir, comme disait Jean-Noël, le premier maillon du traitement de la filière déchets. Et à un moment donné, vous allez devenir installation classée pour la protection de l'environnement. Alors ça veut dire aussi, voilà, en fonction du volume que vous allez traiter, soit déclaration, enregistrement, autorisation. Donc il y a aussi cet aspect à prendre en compte avec forcément des contrôles derrière et puis des actions à mettre en place. Maintenant, ça reste intéressant pour des gros volumes de toute façon. Ouais, bonjour, je voulais savoir si vous avez mis un plan d'action par rapport aux achats éco-responsables et si vous avez une expérience par rapport à ça. Oui, alors c'est vrai que tu pourras compléter, mais les démarches de développement durable engagées par les établissements font déjà effectivement appel déjà à cette notion-là. Alors les achats éco-responsables, tout à l'heure je vous ai dit, on travaillait en approche processus avec les acheteurs. Là c'est une manière très très forte de pouvoir identifier. Alors au début on nous disait bah oui mais qu'est-ce qu'on va leur demander, comment ça va se passer. Alors au début on mettait des critères. Ouais, coût global, éco-responsable, mais bon. Puis après, il y a eu des labels qui sont apparus, où là, on a des industriels, hein, des fournisseurs des établissements de soins, qui ont fait du super travail. Hein, je pense à des prestataires sur le carton, ou sur l'emballage, ou sur emballage, qui ont fait vraiment un très 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 gros boulot là-dessus. Alors après, effectivement, il faut vraiment regarder le pour et le contre. Hein. C'est comme les repas bio à l'hôpital, avec des bananes qui viennent de je sais pas d'où, qui ont traversé la moitié du monde. Voilà, bon, je vois pas le volet développement durable, si vous voulez, d'une banane qui a parcouru la moitié du monde dans un bateau. Donc, mais bon, après c'est peut-être que mon avis. Hein, je voudrais pas m'engager non plus là-dessus. Mais dans le sens éco-responsable, il faut aussi savoir, voilà, par rapport à vos gisements d'achat et puis vos stratégies qu'on peut avoir. Il y a des achats éco-responsables qui ne coûtent rien, hein, qui n'ont pas d'incidence en plus-value financière. Donc ça c'est important effectivement de les analyser, mais c'est toujours au cas par cas par rapport à vos achats. Mais ça commence par une sensibilisation de vos prestataires dès les cahiers des charges. Et du coup, pour compléter, c'est vrai que là on parle de mise en place de filières déchets, etc. Mais la première action c'est quand même de diminuer les déchets. Hein, c'est bien de trier, mais le mieux c'est de diminuer. Après, alors moi de mon côté, j'ai commencé par quelque chose de tout bête. Alors quand je suis allé voir les acheteurs m'ont dit mais oh là là, les éco-organismes, les éco-labels plutôt, on les connaît pas, on n'est pas compétent. Mais je dis écoutez c'est simple, moi je vais vous former, donc ça c'est ce que j'ai fait dans un deuxième temps, mais je leur ai dit commencez déjà par diminuer les emballages. Et je leur ai dit vous demandez un truc tout simple, quand vous achetez du mobilier, vous demandez aux prestataires de ramener leurs emballages. Et on a commencé là-dessus, et déjà là sur les cartons on a vu une nette diminution. Et c'est un point d'entrée et après vous allez voir que les personnes vont être moteurs et vont trouver des nouvelles idées sur les marchés et là du coup après c'est eux qui me sollicitaient là sur ce sujet là on voudrait demander tel point pour diminuer telle chose, qu'est-ce que vous en pensez, et après c'est eux qui vont amener tout seul le système. Et pour rebondir avec le diaporama de Jean-Noël de tout à l'heure où il disait il faut se faire accompagner par des soignants, puisque ce sont les soignants qui trient, donc il faut que ce soit les soignants qui portent le message. Moi j'ai un exemple concret, c'est sur notre bloc opératoire où j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer pour faire le tri. Et je suis tombé un jour sur une IAD qui était passionnée de développement durable et qui a dit bah, écoutez, je vous accompagne, on y va. Et aujourd'hui, l'ensemble du bloc opératoire trie, c'est eux qui trient le mieux. Ils vont jusqu'à séparer dans un sachet de compresse. Vous savez, il y a souvent deux parties, une partie papier, une partie plastique dans un sachet. Et bien, ils vont jusqu'à cette démarche-là de séparer les deux, de mettre le plastique d'un côté et le papier de l'autre.
Et ça, c'est important que les pairs se parlent entre eux. Et du coup, là, les liades, pour le coup, qui avaient commencé, du coup, je continue à la garder avec moi sous le coude. Et quand j'ai un problème, c'est elle qui y va. Et ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Tu peux passer le micro. Alors pour compléter sur la reprise des emballages, c'est inscrit dans le CCAG fourniture, FCS, je ne sais jamais ce que c'est le C. Donc c'est inscrit article 19 ou 20. Donc après à vous de le repréciser éventuellement dans le CCTP, que les modalités de reprise des emballages. Et sinon, l'idéal, comme on dit, c'est de ne pas produire le déchet, c'est de demander aux producteurs de venir sans emballage supplémentaire. Par exemple, pour certaines machines, au lieu de les mettre dans des cartons, ils sont enveloppés dans des caisses en bois ou des tissus qui sont réutilisés derrière. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question, non ? Bon, bah écoutez, on va lever la séance. Il n'y a plus de questions. Enfin, nous, avec Julien, on est encore disponible. Hein, si vous voulez nous poser des questions en individuel, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup.